Vincent Perrin, natif de Saint-Dié-des-Vosges, donc nous avons une personne du cru, ici parmi nous, natif de Saint-Dié-des-Vosges, a fait sa scolarité au collège Jules Ferry, puis a rejoint le lycée Georges Beaumont jusqu'à l'obtention de son bac. Vincent Perrin a ensuite intégré les IAE, École supérieure d'informatique électronique automatique en région parisienne pendant 5 années, et a réalisé son stage de fin d'année chez IBM, qu'il intègre par la suite en 2003 en devenant spécialiste des solutions de collaboration IBM Lotus Notes, connu maintenant sous le nom d'IBM Notes. A rejoint Polycom en 2012, leader international des solutions de communication et de collaboration unifiées pour la collaboration vocale et vidéo. Août 2014, Vincent revient chez IBM en tant que consultant senior des solutions marketing d'IBM Watson, puis évolue vers la fonction de leader technique de Watson Intelligence Artificielle, après avoir passé tout un ensemble de certifications, plus d'une quinzaine en quelques années, montrant un intérêt certain pour la technologie. Sur le plan personnel, il vit à Paris et a rencontré sa compagne, à la cantine IBM, compagne qui travaille également dans l'informatique chez Microsoft, puis aujourd'hui chez Salesforce, une entreprise leader de la gestion de la relation client. Vincent Perrin se définit comme un homme Lego qui aime assembler différentes techniques pour être plus innovant. Intelligence artificielle, langage de balise, apprentissage profond. Il aide des clients d'IBM et partenaires à construire leur prochaine génération de systèmes de relations reposant sur l'intelligence artificielle. Cette soirée est organisée en 2 parties. Une première partie avec Vincent Perrin, que j'invite à rejoindre, qui va nous faire une partie conférence, suivie d'une table ronde pendant laquelle vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos participants. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Olivier pour cette biographie. Je ne sais pas exactement où tu l'as trouvée, mais elle est plus ou moins exacte. Effectivement, c'est un réel plaisir de revenir à Saint-Dié. Alors, je ne reviens pas aussi souvent que mes parents le souhaiteraient, mais j'essaie de revenir quand même un peu. Et en tout cas, de venir parler à l'IUT de Saint-Dié est un grand privilège et un honneur. Effectivement, comme Olivier l'a dit, l'idée c'est d'échanger avec vous autour de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez pu voir dans mon titre, on préfère chez IBM, et de plus en plus d'acteurs du marché commencent à nous suivre, de parler d'intelligence augmentée. Typiquement, on ne considère pas aujourd'hui, et ça pourrait être une des questions que vous pourriez alors vous poser maintenant ou nous poser tout à l'heure lors du panel, qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'homme. Elle peut l'être, et on le verra au travers d'un certain nombre d'exemples dans les minutes qui vont suivre, sur des choses extrêmement spécialisées, sur des tâches extrêmement spécialisées, mais de manière globale, je ne vais pas avoir à côté de moi une machine qui va être capable de traiter l'ensemble des domaines, l'ensemble des thématiques, et de la manière qu'un humain serait à même de le faire. Alors, vous avez vu les différents intervenants. La présentation que je vais essayer de faire, et j'ai pris la contrainte que je peux voir un peu comme une contrainte d'un environnement extrêmement hétérogène. Je vois énormément d'étudiants et ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est vous qui allez, alors c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours, payer ma retraite, mais globalement, qui êtes les nouvelles générations qui allaient prochainement arriver sur le monde du travail. Et ces révolutions que moi j'ai vues, que Armel a vues, et que José a vu également ces dernières années, vous allez les vivre de plein fond. Donc c'est important que vous anticipiez et que vous les preniez en compte. Alors pour commencer un peu, et l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée, c'est souvent un buzzword, donc il est toujours bon ton de commencer une présentation par une petite définition. Alors vous avez une définition pour peut-être une partie de la salle, plutôt la partie étudiante, assez théorique, que j'ai récupéré sur Internet. L'intelligence artificielle, un ensemble de techniques, d'algorithmes qui permettent de développer des solutions simulant, émulant, représentant l'intelligence humaine, ou une partie de l'intelligence humaine, sur différents axes, du raisonnement, de l'apprentissage, de la compréhension, de l'interaction. On va dire une définition un peu théorique. Alors moi, personnellement, quand je parle à mes clients, je ne présente jamais cette définition. Je préfère celle-ci.
Alors en fait, c'est issu d'un magazine, c'est la une d'un magazine 2016, sauf erreur de ma part. Wired, c'est un magazine côte ouest américain qui aime bien parler un peu de technologie. Et je trouve que cette définition est, à mon sens, la meilleure définition de ce que pourrait être aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ils l'ont titré « La fin du code ». C'est que globalement, on est rentré dans une ère où, sur ces entre 50 et 80 dernières années, on était dans un mode de programmation, où globalement, les métiers, donc les gens qui réalisent des tâches, ça peut être un contrôleur de gestion, ça peut être un commercial, ça peut être un technicien, exprimer à un service informatique un besoin en disant voilà, je voudrais réaliser cette tâche, je voudrais automatiser cette tâche. Et le département informatique, ce que vous avez appris à faire pendant un certain nombre d'années de vos études, développer une solution basée sur ces spécifications qui avaient dû être écrites dans un cahier des charges de manière la plus précise possible pour développer. Lorsque le développement a été fait, des phases de test, des phases de mise en production, des phases de debug, parce que tout code n'est jamais parfait. Et la grosse problématique de ces systèmes-là, c'est que si le métier, qui est toujours extrêmement changeant, était amené à dire mes spécifications ont changé, il fallait revenir à la planche à dessin, redévelopper, réadapter, et donc repartir dans un cycle de déploiement, de recettes, de tests, etc., etc. On est maintenant rentré avec un certain nombre de technologies qui sont disponibles dans une approche où on ne programme plus l'informatique ou le système, mais on l'entraîne. On lui fournit de l'information. Et aujourd'hui, un certain nombre de mes clients qui implémentent, et d'autres entreprises sur le marché français, qui implémentent ce type de solution, entraînent la solution mise en œuvre. Ils lui fournissent de l'information, ils partagent leur savoir, ils partagent leur savoir-faire avec la solution pour que celle-ci puisse apprendre et puisse réagir d'une manière plus ou moins similaire à ce que ferait une machine. Ce que ferait un humain, pardon. Et ça, c'est vraiment un paradigme différent. Et globalement, vous le verrez à la fin de ma présentation, ça influe de plus en plus une création de nouveaux métiers qui arrivent. Alors certaines personnes ou certains futuristes parlent de nouveaux jobs, ou de formateurs, d'entraîneurs d'intelligence artificielle. Je pense qu'on va peut-être un peu loin dans l'approche. Mais passer du temps à apprendre à l'informatique et lui apprendre de manière la plus simple possible. C'est pas en prenant un langage spécifique, mais c'est comme je le ferai ou comme je le fais avec vous, partager en langage naturel de l'information avec cette machine. Et c'est vraiment un paradigme différent. Alors l'intelligence artificielle, vous avez pu le voir dans l'introduction sur cet événement, c'est pas quelque chose qui est apparu dans les 3 dernières années, même s'il y a une grosse explosion depuis 2012, et on verra une des raisons de cette explosion. Le terme d'intelligence artificielle dans les années 50 et a évolué au fil du temps. Il y a eu un certain nombre d'hivers pendant lesquels il ne s'est rien passé, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dans lesquels le marché n'a pas évolué autour de l'intelligence artificielle. Et typiquement, dans les premières années, on travaillait principalement sur des thématiques assez particulières, les échecs, les jeux, en se disant si on arrive à gagner contre l'humain sur ces choses-là, on va être capable d'aller beaucoup plus loin en termes d'algorithmes. On a vu que dans un certain nombre de cas, ce n'était pas suffisant, il fallait repenser un certain nombre de choses. Et ensuite sont arrivées d'autres choses, des machines apprenantes et des notions autour de l'apprentissage profond du deep learning. On verra dans la deuxième partie de la présentation un peu de définition. Vous voyez cette évolution. Typiquement, j'ai essayé d'illustrer des grands moments. Alors, vous pourriez dire que certains sont un peu teintés IBM, soit, je le concède. J'ai essayé de parler d'autres acteurs. Mais on a fait quand même un certain nombre de choses dans l'intelligence artificielle, donc autant essayer de le partager avec vous ici. Alors, tous dans la salle ne s'en souviennent pas, probablement pas beaucoup les étudiants, mais en 97, il y a eu un grand choc sur la planète Terre. C'est lorsqu'une machine, un ordinateur, a battu Garry Kasparov aux échecs. Garry Kasparov, à l'époque, maintenant il est plutôt militant politique en Russie, c'était le champion des échecs. Et il faut considérer, si on se remonte encore un peu plus loin, je n'étais pas né, mais pendant la guerre froide, les compétitions entre les joueurs d'échecs russes et américains étaient vues comme de la géopolitique. Donc c'était en tout cas pour l'Occident alors c'est pas un sport, mais un jeu
extrêmement important en termes d'illustration de l'intelligence humaine. Et on se disait à l'époque, si je suis capable d'avoir une machine qui gagne aux échecs contre un humain, c'est bon, j'aurais réussi la machine. En 97, on a gagné contre Garry Kasparov. Alors, in fine, on n'a pas gagné parce qu'il était extrêmement intelligent, il a arrêté la partie avant la fin. Et c'est un peu le moment où il est dans sa troisième manche, c'est la photo, je n'ai pas été très sympa avec lui, j'ai pris une photo de la troisième manche où, juste avant qu'il pose le pion en disant c'est bon, j'arrête de jouer. Et ce qui était intéressant là, quand il a été interviewé quelques années plus tard, parce que comme tous les joueurs d'échecs, c'est plutôt des gens arrogants qui ne veulent pas forcément être interrogés dans la foulée de la discussion, il a dit que il s'apercevait qu'au fur et à mesure des parties, le système s'améliorait et apprenait de son style de jeu. Il n'y avait pas fondamentalement beaucoup d'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui dans ça. Il y avait énormément de la force brute en termes de calcul. Je ne sais pas si vous avez essayé à l'IUT de faire un jeu pour jouer aux échecs, mais c'est de l'exploration d'arbres et d'essayer de trier les bonnes séquences. À l'époque, avec la puissance de calcul qu'on avait, on était capable d'anticiper sur les coups plutôt en fin de partie de 6 à 7 coups d'avance, plutôt au début jusqu'à 20 coups d'avance, sur des machines qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on s'était aperçu aussi que quand on a gagné, c'était bien, on a démontré une valeur technologique, mais on n'avait pas réussi à faire un système extrêmement intelligent. Le grand saut quantique, il est arrivé en 2011. En 2011, de la même manière, et ça a à peu près eu le même retentissement que les échecs, on a réussi à concevoir une machine qui a gagné à Jeopardy contre des humains. Alors Jeopardy, je ne sais pas si ça parle à tout le monde dans la salle, ça n'a pas fait grand bruit en France, c'est le question pour un champion inversé. C'est qu'à la différence de question pour un champion où le présentateur pose une question, il faut trouver la réponse, là il pose une réponse, il faut trouver la question. Alors on n'a pas pris deux personnes qui étaient dans la rue en disant ouais, vous venez venir jouer en face d'une machine à Jeopardy. À gauche, c'est la personne qui a gagné le plus de parties au monde, et à droite, c'est celui qui a gagné le plus d'argent, qui sont deux KPI, enfin deux indicateurs importants à ce jeu. Et globalement, dans ça, on a réussi à démontrer un certain nombre de choses. On a réussi à démontrer la capacité qu'a une machine avait à raisonner sur une question posée par un présentateur en langage naturel, donc il s'exprimait de la manière que je l'avais, donc il fallait comprendre son message, chercher dans ce corpus documentaire la bonne réponse, avec un petit panel, avec un petit piège, c'est que vous voyez qu'il fallait miser de l'argent, et il fallait miser de l'argent avant de répondre. C'est-à-dire que le système devait aussi avoir la compétence de dire est-ce que ce que j'ai trouvé comme réponse, j'ai assez de confiance pour miser 1000 ou 2000 $ sur la réponse. Et ce sont les deux grands éléments qu'on a introduits avec ce système, c'est la capacité d'avoir un système qui était capable de raisonner et d'amener un degré de confiance sur un corpus documentaire extrêmement large. Globalement, ça a lancé un peu l'aventure d'IBM sur l'intelligence artificielle, ou relancé l'aventure d'IBM sur l'intelligence artificielle. Alors je m'étais amusé, mais je vais le faire extrêmement rapidement. Je m'étais amusé avec vous, enfin je peux m'amuser avec vous si vous voulez tester la chose. Et ça, c'est une des questions qui avait été posée à Watson à l'époque. Donc il y avait un contexte, c'était icône de série britannique. Ça ne va pas forcément tous nous parler parce qu'on ne regarde pas trop les séries britanniques, mais voilà la question qui était posée. La machine à voyager dans le temps qui est apparue le jour suivant de l'assassinat de JFK. Enfin, on n'était pas né pendant JFK, enfin, peut-être un certain nombre d'entre vous. Et il fallait trouver la question. Donc vous avez la réponse là. Si vous essayez de taper ça dans Google, j'ai fait l'exercice pour vous, il va vous parler que de l'assassinat de JFK, il va vous parler que de théorie du complot, mais vous n'aurez pas la question à la réponse. Alors, si je vous donne la réponse, je ne suis pas certain que dans la salle tous la connaissent, mais c'est ça la réponse. Ah, il y en a quelques-uns qui connaissent Doctor Who, ça me fait plaisir. Je vois que j'ai un public jeune. Ou pas, parce que c'est une série qui a fait plusieurs générations. Mais voilà la réponse. Et c'est ce type de choses qu'on était capable, en 2011, de faire avec la technologie. Il y a eu un autre événement marquant. Alors là, il n'est pas d'IBM, il est de Google. Et il est même d'une entité de Google qui s'appelle DeepMind. C'était de gagner au Go. Si vous prenez les échecs, passer sur un coefficient multiplicateur de plusieurs exponentiels en termes de complexité d'arborescence. Et alors, si ce que je vous disais sur l'importance des jeux d'échecs au niveau de la guerre froide, le jeu de Go en Asie, c'est une religion. Et il y a des enfants de l'âge de 5 ans qui commencent à apprendre à jouer au Go, et qui se spécialisent toute leur vie pour devenir des cadres. Et il y a encore quelques années, il paraissait absolument impossible
qu'un humain gagne au Go. Et si vous téléchargez sur Internet des jeux de Go, le moindre champion est... Si vous preniez par exemple le champion français de Go, qui n'existe même pas pour les Asiatiques, il gagnait à plat de couture contre la machine. Mais ils ont réussi à démontrer en 2017, sur une machine qui s'est entraînée à la fin elle-même, tout seul, on lui a juste donné les règles du Go, elle a réussi à apprendre, elle a mis 37 jours à apprendre, 37 jours de calcul pour apprendre à jouer au Go, et elle a gagné contre le 3e plus grand champion de Go du monde. C'était pour vous illustrer ce qu'on était capable aujourd'hui de faire dans un monde un peu théorique et un peu fermé sur l'intelligence artificielle. Juste quelques définitions, parce que j'ai parlé un peu de vocabulaire là. Vous avez pu voir le terme de machine learning. Une définition. Toujours pareil, on est dans un environnement qui évolue extrêmement de manière importante. Et voilà une des définitions qui peut être intéressante, c'est une typologie de l'intelligence artificielle. Parce qu'en gros, si on fait une théorie des ensembles, vous avez l'intelligence artificielle. Le machine learning est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Parce qu'il peut y avoir de l'analyse prédictive, prescriptive, de l'optimisation, qui ne font pas partie forcément de la partie machine learning. Et c'est globalement des capacités, des algorithmes qui permettent à la machine d'apprendre sans avoir été explicitement programmée à réaliser la tâche. Juste avant d'introduire un autre concept, globalement, une approche de type machine learning, alors je ne sais pas si vous avez fait des cours autour du machine learning à l'IUT, il y a un certain nombre d'algorithmes qui existent, machine à support de vecteurs, SVM, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, random forest ou arbre de décision, qui sont un certain nombre d'algorithmes qui existent dans le machine learning. Globalement, ils nécessitent un travail par l'humain. C'est globalement de décrire les données, quels sont les éléments constitutifs de la donnée qu'on va lui fournir pour que le système soit capable de décrire des modèles et de comprendre la donnée. Ce qui nécessite énormément de temps pour un certain nombre de tâches. Typiquement, dans l'approche du jeu de Go, il y a un des sous-ensembles du machine learning qui a été mis en place et qui a été mis en place avec succès et qui a aussi bouleversé toute la notion d'intelligence artificielle, avec un thème que vous avez probablement un peu plus entendu, qui est la notion de deep learning, ou d'apprentissage profond. C'est globalement la capacité à dire, je lui fournis des données, je vais les passer dans un réseau de neurones, on va voir dans quelques instants qu'est-ce que ça peut être et quelle est un peu l'idée qui est derrière, et le système va découvrir la donnée, va comprendre la donnée pour pouvoir fournir un résultat. Globalement, un peu comme je l'évoquais là, c'est essayer d'imiter, je ne dis pas de calquer, mais d'essayer d'imiter le cerveau humain. Typiquement, un réseau de neurones, si je fais un peu le pendant avec son pendant biologique, donc à gauche, vous avez le pendant biologique avec des neurones, des synapses qui sont la connexion entre les différents neurones. Et ben, on a mis ce même modèle-là dans une approche mathématique, informatique, dans une approche où vous avez le neurone artificiel, dans lequel je vais avoir des données d'entrée et une donnée de sortie, avec une fonction de calcul. Fonctions de calcul qui sont la plupart du temps ridiculement simples mathématiquement parlant. Ça peut être une sigmoïde, ça peut être juste une fonction à escalier. Si les inputs sont temps, je fais ça. Si les inputs sont temps, je fais ça. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en les mettant en couche, le système allait avoir et commençait à avoir des capacités d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels cette notion d'apprentissage profond, d'exploration de la donnée sans potentiellement avoir été besoin de la catégoriser est pertinente. La partie vision, reconnaissance des images, reconnaissance des idéaux, la partie traitement de texte ou la partie traitement d'un signal sonore, de la voix par exemple. Typiquement, j'ai essayé de vous l'illustrer ici, un peu le fonctionnement. Alors, on pourrait passer des heures et même les plus grands chercheurs en intelligence artificielle n'arrivent pas encore 100% à percevoir la compréhension et comment le système apprend réellement.
Mais globalement, si on essaye de faire un peu simple, et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un apprentissage profond, c'est que chaque couche du réseau de neurones va être capable, si je suis par exemple ici dans une image, de détecter de l'information. Alors on a essayé un peu de représenter dans la partie supérieure de l'image comment il décompose. Si je lui fournis un visage, les premières couches, elles vont sortir des formes, des arrondis. Ensuite, ils vont sortir des parties du visage. Ça peut être ressortir des yeux, ça peut être ressortir la bouche, etc. Et il va lier ces différents éléments pour être capable d'en tirer des caractéristiques et d'être capable de reconnaître l'objet qu'on va lui fournir. Si j'avais dû faire ça dans une approche de type machine learning, j'aurais dû lui dire quels sont les éléments déterminants pour reconnaître un visage dans une image. Et si je fais le test dans la salle, je suis certain que vous allez tous me donner des caractéristiques différentes pour sortir un visage. Alors que lui, il a appris quelles étaient les caractéristiques. Ce n'est pas forcément d'ailleurs les caractéristiques que vous auriez pu imaginer. Et dans un certain nombre de cas, on n'est pas capable de comprendre les caractéristiques qu'il a faites. Mais il aura été capable de les apprendre en fonction des données que vous allez lui fournir en entrée. Et on est capable de faire des choses extrêmement intéressantes et extrêmement puissantes. Typiquement des choses de base qui existent maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est la capacité de classifier une image, de taguer une image. Dire, voilà, je fournis au système une image contenant des chats, je l'ai entraîné à reconnaître des chats, il me dit dans cette image il y a des chats, il me dit dans cette image il y a des chiens. Juste pour vous donner un exemple, il y a des tests qui ont été faits à travers le monde par des chercheurs. Ils se sont aperçus que sur de la reconnaissance de chiens et de chats, la machine est plus performante que l'homme. C'est qu'elle a un taux d'erreur inférieur sur la reconnaissance de chat versus chien qu'un humain pourrait l'avoir. Des capacités à localiser l'élément dans une image. Dire j'ai 4 chiens dans une image et potentiellement quels sont ces chiens. D'être capable de les détecter, d'être capable de les détourer pour potentiellement les retravailler. Mais on a même été encore plus loin. Mon animation n'est pas terrible. C'est je lui fournis cette image-là et il me fournit ce texte qui est en dessous. Globalement, je lui fournis cette image avec un bâtiment et un bateau. Et il me dit il y a un bateau bleu devant ou sur le côté de ce bâtiment. Donc il est capable de sous-titrer seul une image en fonction de ce qu'il a compris dans l'image. Il est capable ensuite de vous décrire pourquoi il a compris ça et où est-ce qu'il a vu ça dans l'image. Typiquement, c'est ce que vous avez à droite dans l'image. Vous avez un zèbre, un deuxième sur un sol un peu sale. Il vous le décrit et en plus, il vous dit voilà, dans la zone bleue, c'est le premier zèbre que j'ai vu, dans la zone rouge, c'est le deuxième et en dessous, voilà le sol. Et il est également, et c'est des choses qu'on commence à mettre en place dans les entreprises, est capable de répondre à des questions. Du style, je lui fournis l'image de gauche, je lui pose la question quelle est la couleur des bananes, et il me répond vert. Ça, c'est des choses, et on peut encore aller beaucoup plus loin sur ce qu'on est capable de faire sur la compréhension de l'image, et imaginer la même transposition, en partie, sur la partie textuelle, donc sur du traitement automatique de texte, sur du traitement automatique du signal. J'ai souhaité juste mentionner ça parce que typiquement ça fait un peu le lien avec la première partie de la présentation et ça permet de reparler de la notion de données qui est vraiment un élément important. C'est la manière dont on va pouvoir faire l'apprentissage. Aujourd'hui, alors j'aurais pu en mettre 4, mais j'ai souhaité pour une matière simple en positionner que 3 approches d'apprentissage qu'on implémente. Typiquement, celle que l'on voit le plus sur le marché, celle avec laquelle je côtoie tous les jours mes clients, c'est l'apprentissage supervisé. C'est globalement, je vais travailler sur la donnée, je vais expliciter la donnée, je vais ce qu'on appelle labelliser la donnée, dire ça c'est un chat, dire ça c'est un chien, si je suis par exemple du traitement de l'image. Je vais fournir ces inputs à mon réseau de neurones, à ma solution d'intelligence artificielle, en disant quand je te fournis cette image, ça correspond à un chien. Si je te fournis cette image, ça correspond à un chat. Je fais ça sur une très très grande volumétrie d'images. Le réseau de neurones, si je suis en mode deep learning, va apprendre. Je lui fournis une nouvelle image. Il va me dire le résultat, ça correspond avec potentiellement un degré de confiance à un chat ou à un chien. Ou potentiellement à bien d'autres catégorisations. Et si vous explorez un peu Internet, vous allez retrouver, il y a tous les ans énormément de challenges, par exemple sur la reconnaissance des images,
où ils sont capables, vous lui prenez une image, de le trier sur 22 000 éléments de classification, vous dire voilà ce qu'il y a dans l'image et voilà à quoi ça correspond. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé. Le deuxième, un peu plus difficile, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est je lui fournis de la donnée et je lui dis apprends. Mais je lui dis pas ce que je lui fournis. Beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus puissant. Parce que globalement, comme je vous l'avais introduit, mes clients sont tout type d'entreprises qu'il peut y avoir sur le marché français. Elles ont un grand problème, c'est qu'elles ont des données, mais la plupart du temps, ces données ne sont pas labellisées, ne sont pas expliquées. À la grande différence d'un Google, d'un Facebook, qui, grâce à vous, et je pense qu'ils peuvent vous remercier, vous labellisez les images, vous labellisez les contenus. Quand vous vous amusez sur Internet à remplir un CAPTCHA et que vous dites ça c'est un panneau stop, ça c'est une voiture, etc., vous entraînez l'intelligence artificielle de Google ou d'un Facebook ou autre. Typiquement, vous leur fournissez des capacités à faire sur leurs environnements de l'apprentissage supervisé. Ce qui est un vrai challenge pour les entreprises. Parce qu'elles ont pléthore d'informations, mais elles ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Typiquement, je prends un exemple assez simple. Je travaille avec des entreprises qui font de la maintenance de produits techniques. Et typiquement, d'ailleurs, on l'avait fait sous forme de démonstration. Je prenais un petit Arduino. Je ne sais pas si vous avez joué avec des Arduino ici. Et je le passe devant un iPhone, je le reconnais. Je suis capable de voir potentiellement des pièces défectueuses en fonction d'un entraînement qui a été fait sur de l'image. Si c'est une défectuosité logicielle, je ne vais pas la voir, évidemment. Sur de la défectuosité hardware, la problématique, c'est que pour entraîner le système, il faut que je lui fournisse un certain nombre d'images de ça c'est défectueux, ça c'est pas défectueux, ça c'est défectueux, etc. Et ça, c'est un vrai challenge pour les entreprises. Le dernier élément, alors globalement, c'est assez intéressant, c'est que le plus courant dans les organisations, c'est l'apprentissage supervisé. Celui qui a fait le plus de buzz, c'est l'apprentissage par renforcement. Typiquement, ce qui avait été fait dans le jeu AlphaGo. L'apprentissage par renforcement, c'est un peu ce qu'on fait, et ce qu'on aime bien faire quand on est informaticien, c'est l'essai-erreur. C'est j'écris du code, ça marche, c'est cool. J'écris du code, ça marche pas, ok, je le change et je recommence. Et j'apprends. C'est exactement ce qu'on implémente quand on fait du reinforcement learning. Et c'est ce qu'ils ont fait sur le jeu de Go. C'est globalement un environnement, le système, de manière aléatoire, fait une action sur l'environnement. L'action est positive, il le stocke. L'action est négative, il ne la refera plus, ou il la fera différemment. Et c'est typiquement la société que Google a rachetée, qui s'appelait DeepMind, était spécialisée, et est toujours spécialisée sur ce domaine d'activité. Et sur quel champ, à votre avis, de domaine il s'était spécialisé? Les jeux. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs dans la salle, très probablement. Vous avez à droite FIFA 18 ou 2018. Ils ont entraîné une intelligence artificielle à essayer de mettre des coups francs, ça doit être ça le terme exact. Globalement, à partir de 1000 séances d'entraînement, il vous faisait ce coup-là, qui était le coup parfait, enveloppé, qui touchait exactement ça. Sans lui avoir intrinsèquement fourni de la donnée, juste en lui ayant dit, voilà comment tu tapes, voilà ton environnement de jeu, et globalement, vas-y, je te dirai, là c'est trop à gauche, là c'est bien, etc. etc. Ils l'ont fait alors ils étaient spécialisés, et ils l'ont fait d'abord sur des jeux assez simples d'Atari. Je ne sais pas si ça vous parle tous, cette société. Elle est morte, je crois. Là, vous avez toute la liste des jeux d'Atari qu'on a joués avec Armel quand on était jeune, et probablement aussi Olivier. Tous ceux qui sont au-dessus de la ligne, vous pouvez les oublier. Vous ne gagnerez plus jamais contre la machine. Ceux qui sont en dessous, vous avez encore des chances de gagner après de grandes heures d'entraînement. Alors ça vous parlera peut-être un peu plus qu'Atari, mais ils se sont amusés à faire un challenge à gagner à Dota. Dota, ça vous parle un peu plus comme jeu? Ouais. Ils ont, on va dire, plus ou moins réussi à gagner contre des équipes à Dota. Et à entraîner, en plus c'était le challenge, entraîner 5 intelligences artificielles qui collaboraient pour aller gagner contre une équipe d'humains. Et juste par cette méthodologie-là. Elle est extrêmement puissante, extrêmement intéressante, mais paradoxalement, elle est très peu utilisée dans l'entreprise
parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire un jeu de je teste et je vois l'erreur. Typiquement pour la conférence, si je veux m'entraîner, si je vous fais une fois la conférence et vous me dites que c'était nul, allez, vous êtes peut-être gentil, je vais pouvoir la refaire une deuxième fois, mais pas une troisième fois. Alors que là, vous avez vu, pour le but, je devais le faire à plus de 1000 fois pour que le système soit intéressant. Et pour le jeu de Go, je ne vous parle même pas le nombre de parties qu'ils ont dû jouer, qu'ils ont dû simuler pour apprendre à jouer. Alors là, on était dans une approche extrêmement théorique. Alors, je vais vous parler de manière très égoïste un peu de moi et de ce que globalement les clients français aujourd'hui implémentent en termes d'intelligence artificielle de manière extrêmement concrète. Donc, on va regarder un peu l'application dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 3 grands use cases qui sont communément déployés. Voilà, enfin, communément, c'est peut-être un peu exagéré. Qui commencent à être communément déployés dans les entreprises et avec lesquels vous allez pouvoir potentiellement, vous avez déjà commencé à interagir. Le premier, c'est l'agent conversationnel. Autrement dit, plutôt le chatbot en langage un peu familier. Chatbot, c'est assez limitatif, c'est plutôt je pose une question, il me donne une réponse. L'agent conversationnel, c'est un système qui va commencer à être capable d'avoir un dialogue avec vous, de comprendre de manière un peu plus profonde ce que vous lui dites et de vous fournir la réponse ou de vous demander des informations additionnelles pour vous fournir la bonne réponse. Alors, les agents conversationnels, on en voit différents à travers les différents clients. Un des clients qui était les plus intéressants avec lequel potentiellement vous jouez, c'est Orange Bank. Orange Bank est une banque digitale qui s'est lancée l'an dernier. Et typiquement, dans leur approche digitale, d'essayer de capturer aussi la jeunesse, ils se sont dit, plutôt que de monter un centre de support téléphonique, on va fournir, au travers d'une application mobile et au travers du web, une plateforme qui va être capable de répondre aux clients. Et globalement, on a entraîné avec leurs experts, avec leurs sachants. Et globalement, qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a demandé comment s'expriment auprès de vous vos clients. Quelles sont les questions qu'ils vous demandent? Et globalement, en fonction de la question, quelles sont les réponses que vous allez leur fournir? Et ce qui était assez intéressant, quand Stéphane Richard, qui est le PDG d'Orange, a fait une petite campagne marketing en juillet 2017, il avait dit, c'est cool maintenant, le chatbot d'Orange Bank est capable de comprendre la demande qu'un jeune nous ferait du style « envoie 20 balles à mémé ». Bon, d'autres de mes clients n'ont absolument pas entraîné leur intelligence artificielle à répondre à cette question-là. Ils ont un langage, parce que leurs clients ont un langage un peu moins châtié et sont plutôt dans le monde « je voudrais faire un virement à ma grand-mère de 20 €. In fine, c'est la même chose et croyez-moi si vous le voulez, c'est le même entraînement et la même complexité d'entraînement pour faire l'un ou l'autre. Ça, c'est un premier use case. Alors, il y en a d'autres avec du Bouygues Télécom. On a aussi des gens qui sont partis sur des petits robots. Alors, soit des Pepper que vous avez pu voir dans les pubs Renault, soit des petits Nao ou d'autres, et qui l'ont positionné dans les lobbies des hôtels pour remplacer un peu le concierge. Et typiquement, vous allez vers le robot, vous dialoguez avec lui, il vous comprend et essaye de vous répondre. On a même mis dans un certain nombre d'hôtels new-yorkais des miroirs digitaux dans lesquels vous êtes dans la chambre, vous voulez commander une bouteille de vin, vous parlez avec le miroir, il comprend et il vous répond et il lance le processus de commande. Je n'ai pas dit qu'il vous filmait, il répond juste à vos questions. Et on peut également mettre en place ce type de concept dans de la réalité virtuelle. On parlait avec Olivier tout à l'heure de ce que font un certain nombre d'entre vous autour de Unity. On a typiquement un partenariat avec Unity. Le premier axe qu'on avait fait de ce partenariat, c'était autour du gaming. C'est un secteur important. Et en fait, Ubisoft avait développé une application, un jeu autour de Star Trek. Et globalement, vous êtes sur le pont de l'Enterprise. Vous vous déplacez avec votre casque de réalité virtuelle. Vous allez vers un des membres de l'équipage. Vous lui parlez comme je suis en train de vous parler. Alors, pas des sujets que je suis en train de vous parler, mais qui ont rapport avec l'Enterprise et une épopée de Star Trek. Le système vous comprend et vous répond de manière vocale. Donc je ramène de l'interactivité dans un environnement immersif. Ce que je vous parlais tout à l'heure de la partie assistance visuelle, là-bas typiquement avec le petit Arduino, et on fait même de la réalité augmentée sur l'assistance visuelle, où typiquement quand on a détecté que c'est tel problème qu'il y a sur le système, on va montrer au technicien, voilà où est le problème, et potentiellement voilà la séquence et voilà ce que tu dois faire sur la carte ou sur l'objet pour aller pouvoir réparer le matériel. Un des grands projets qu'on avait fait aux États-Unis, c'est avec Coca-Cola pour les pour les techniciens qui vont réparer les machines de vente de boissons.
Bah, typiquement, il vient avec sa tablette iPad, il prend une photo de la machine, il lui dit c'est telle référence, il ouvre, il dit ah bah, c'est telle pièce qui est cassée, ok, il prend la photo, le système reconnaît la pièce, il passe la commande, il fait ce qu'il a à faire, potentiellement il lui fournit de l'information, des diagnostics, etc. Juste au travers de l'image qu'il est capable de capter. Je ne l'évoquais pas là, mais c'est pas un épiphénomène, mais on le fait un peu moins sur toute la partie inspection, c'est au travers des sons. Je ne sais pas si vous avez un data center ici, mais on a un certain nombre de nos clients qui ont des data centers, et la problématique, c'est de faire un peu de prédictif sur des pannes dans les data centers. Alors vous pouvez le faire au niveau logiciel, c'est une chose, mais quand vous avez une défaillance hardware, c'est un peu plus difficile. Bah, typiquement, d'ailleurs, c'est une start-up qu'IBM Incube, qui a développé un petit capteur IoT, qui capte le son, qui est positionné dans le data center, qui capte le son, qui apprend des sons, et qui est capable de dire, attention, vous allez avoir un disque dur qui va tomber. Et ils se sont même amusés à le faire pour... alors c'est même pas un jeu, là, c'est que si vous réalisez un chantier, vous avez une exigence de ne pas faire trop de bruit pour les riverains. Et si vous faites trop de bruit, vous avez une exigence de justifier que c'était vous ou pas vous qui l'aviez fait. La plupart du temps, que c'était pas vous qui l'aviez fait. Et donc, ils ont travaillé avec des Vinci et autres à mettre des capteurs sur les chantiers pour détecter les niveaux sonores et pour détecter la typologie de l'objet qui a fait du bruit. Pour dire, ah mais c'était un marteau-piqueur, mais nous on n'utilise pas de marteau-piqueur, donc c'était dans la rue et c'était pas nous. Et c'était arrivé à telle heure. C'est une chose qu'on est capable de faire sur le son. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, suivant comment on voit, si on voit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Si je paraphrase un de mes clients qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Strasbourg, qui c'est le Crédit Mutuel, globalement le PDG du Crédit Mutuel a annoncé à ses collaborateurs que 100% des métiers de la banque allaient être plus ou moins impactés par l'intelligence artificielle. Et ça a déjà commencé chez eux. Typiquement, ça a été un des gros clients précurseurs autour de l'intelligence artificielle en France. Le premier use case qu'ils ont mis avec nous, c'était un use case d'automatisation assez simple. C'est que malheureusement, pour ceux qui sont au Crédit Mutuel, on leur envoie 350 000 emails par jour. 350 000 emails par jour, ça veut dire qu'il faut une bardée de conseillers pour lire l'email et le traiter dans un temps raisonnable. Parce que si c'est pour les traiter dans 3 mois, déjà vous allez avoir un backlog qui va s'accumuler, qui va être significatif. Et donc ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour détecter le degré d'urgence de la demande de l'email, comprendre la demande de l'email, qu'est-ce que la personne me demandait, avec une fâcheuse habitude qu'on a en France que les Américains ne comprennent pas, c'est que dans un même email, on fait plusieurs demandes, alors que l'Américain va faire plusieurs emails. Ça, vous le verrez, pour ceux qui vont être dans les boîtes américaines, c'est un peu frustrant la première fois. Vous ne comprenez pas, il répond qu'à la question qui l'intéresse. Et ensuite, de proposer des réponses aux conseillers, et dans un deuxième temps, de répondre automatiquement au client si la compréhension est suffisante de la question qui était posée pour le client. Ils ont continué cette aventure et ils ont rajouté 2 agents virtuels, 2 chatbots en interne pour aider le conseiller, et non pas remplacer le conseiller, mais bien aider le conseiller. C'est pour ça que j'évoquais cette notion d'intelligence augmentée tout à l'heure, où le conseiller est en discussion avec le client, et globalement, il a son ordinateur où il va pouvoir poser la question en langage naturel, et pas sous forme de mots-clés comme vous le faites au travers de Google ou de Yahoo si vous utilisez ces moteurs de recherche-là, mais vraiment en langage naturel et explorer le corpus documentaire pour fournir la bonne réponse. On a même été encore plus loin pour les conseillers augmentés, où, alors on ne l'a pas encore fait en France, mais j'ai quelques clients qui y réfléchissent. C'est le conseiller continue à discuter avec le client au téléphone. L'IA écoute en parallèle ce qui est dit dans la conversation entre le conseiller et le client et fait des propositions ou fournit de l'information en temps réel au conseiller, que le conseiller utilise ou n'utilise pas. Mais typiquement, si vous êtes en train de discuter avec votre conseiller et que vous lui posez des questions sur comment je peux clôturer mon compte, bah directement apparaîtrait sur l'écran du conseiller la procédure pour clore le compte. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est un peu comme le copain que vous avez qui vous tient le bras quand vous avez une question. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. En tout cas, il est là. Et globalement, en termes de taux de satisfaction, ce qui était intéressant avec le Crédit Mutuel, ce qu'ils ont témoigné, c'est que ils ont fait un test, non pas auprès des clients, mais auprès des collaborateurs. Est-ce que ce type de solution est pertinente pour le collaborateur? Et globalement, la réponse a été à 90% oui. Parce que c'était l'épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer quand j'avais une question. Je vais essayer, alors j'ai laissé le slide en anglais là, mais de
de mettre un peu tous les domaines, mais globalement, dans tous les domaines, on voit et on commence à voir de l'intelligence artificielle arriver. Dans la médecine, ça a été un des premiers grands domaines. Je vous aurais fait la présentation l'année dernière, j'aurais mis un slide, parce que j'aimais bien le mettre à l'époque, je vous fournissais 2 chiffres qui étaient 85 et 75%. Et je posais la question en disant, globalement, on avait fait un test l'an dernier, on avait pris des photos de mélanome, typiquement des grains de beauté, et détecter si le grain de beauté était cancéreux ou pas. On avait pris un échantillon de 3000 photos, et on avait montré les 3000 photos à l'IA et les 3000 photos à des praticiens. Dans les 2 chiffres que je vous ai demandé, à votre avis, à quoi correspondent les résultats, le 85 et le 75? Globalement, le 85 était pour l'IA, je mets un passé, était pour l'IA et le 75 était pour le praticien. Alors bien entendu, vous allez me dire, le praticien, lui, il ne regarde pas que des images, il voit le patient. Effectivement, il a d'autres sens qui rentrent en compte. Mais imaginez si on merge les deux. Si on merge l'IA et le praticien. Et on en est exactement dans cette même démarche-là. Alors là, Google a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'il s'était passé à entre 98 et 99% d'analyse vraie sur des mélanomes, sur des images. Donc on explose encore les stats. Nvidia, là, qui est le fournisseur de cartes graphiques, a lancé des nouvelles machines pour aider à l'imagerie médicale. IBM, il y a quelques années, on a acheté la plus grande banque d'images d'imagerie médicale pour entraîner notre IA sur la compréhension d'IRM. Pas pour remplacer le médecin, mais pour l'aider. Typiquement, on parle beaucoup de télémédecine, c'est aussi un bon moyen pour aider ça. Sur l'éducation, alors on pourra en revenir tout à l'heure, mais j'avais pensé parler d'une start-up que je suis et qu'IBM incube, qui travaille au travers de l'IA à mettre en place une plateforme d'apprentissage en partenariat avec le CNED pour avoir des cursus hyper personnalisés. Dire, voilà, je veux me spécialiser sur l'IA, je veux être formé sur l'IA. Globalement, je peux partir de n'importe quel niveau. Et donc, ce n'est pas un chemin linéaire que je vais avoir. C'est en fonction de je suis et comment je vais évoluer dans le cursus. Le cursus va s'adapter et potentiellement va aller me dire, ok, pour être bon en IA, il faut être bon en deep learning. Et vous savez quoi? Les deep learning, c'est beaucoup du calcul matriciel. Hop, vous ne connaissez pas le calcul matriciel, on va faire un cours sur le calcul matriciel, on va vous évaluer. Vous êtes bon? Ok, vous revenez dans le cursus. Ensuite, on fait de l'image. L'image, il peut y avoir un peu de pré-processing de l'image. Il faut suivre un autre cursus. Donc, avoir des cursus adaptés à chacun des étudiants qui sont potentiellement dans cette salle. Sur l'agriculture. L'agriculture, alors un des exemples qu'on a sur les photos, mais qui est assez maintenant banal, et vous allez me dire dans ce que je vous ai montré, c'est je suis agriculteur, j'ai une feuille qui a des grains un peu bizarres et que je ne comprends pas, je prends une photo, il me dit quelle maladie j'ai. Mais ça va même plus loin maintenant, on utilise des images satellites, capables de détecter quelles sont les plantations qui ont été mises, potentiellement les taux d'humidité. Je peux faire énormément sur ça et potentiellement prédire, alors là c'est plus de la partie analytics, mais prédire comment vont évoluer, alors bien entendu la partie climatique, mais potentiellement les maladies, puisqu'elles évoluent aussi géographiquement, et donc quels vont être leur degré de dispersion. Un petit exemple, et ça pourra revenir sur la question qu'on avait sur les startups. On a pas mal de startups qui travaillent sur ces termes d'intelligence artificielle, soit de manière autonome, soit avec des technologies Watson. Il y en a une qui était venue nous voir qui est dans les pays nordiques. Et globalement, en fait, elle a dit, moi j'ai de la famille qui est couvreur. Et la grosse problématique d'un couvreur, c'est les gens qui changent les tuiles sur les toits, c'est qu'après une grêle ou après une tornade, il faut aller sur le toit, il faut analyser. Donc ça prend du temps. Alors ailleurs, ça on peut le gérer. C'est dangereux, surtout après un accident. Donc ils se sont dit, on va prendre des drones, on va lancer des drones, ils vont prendre des photos du toit, on va prendre les photos, on va les passer dans la moulinette en fonction de l'apprentissage, on va lui dire, voilà, ça c'est la surface du toit qui est abîmée. Et globalement, derrière, voilà combien ça coûte pour le réparer. Et dans ces idées-là, ça a germé. Et on a un client qui est venu nous voir l'an dernier et qui a mis en place son projet en 2018. Alors c'est un groupe européen qui s'appelle Pelron, que vous connaissez tous, c'est Carglass, vous avez tous vu la super pub à la télé. Et Carglass, en fait, ils ont fait une étude en interne en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'expérience client? Comment on pourrait améliorer l'expérience client? Quel est le problème du client qui nous appelle?
Et alors, peut-être pas pour les étudiants, ou pas encore, mais, et puis j'espère pas pour vous, mais par la salle, pour un grand nombre, on l'a tous eu. J'ai un accident de voiture, la première question que je me pose, c'est combien ça va me coûter? S'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de blessés, mais imaginons qu'on n'en ait pas, j'ai rayé ma voiture, combien ça va me coûter? Et bien aujourd'hui, ils ont répondu à cette question. C'est vous allez sur leur site web, vous prenez une photo de la rayure sur votre voiture, vous la postez sur votre site web, il vous dit ça vous coûte tant. Ça prend moins de 30 secondes pour avoir le prix. En termes d'expérience client, c'est juste génial. Alors bien entendu, il n'y a pas que les photos, il faut quand même lui dire quelle voiture vous avez. Si vous avez une Ferrari ou une Fiat 500, c'est pas tout à fait le même coût à la rayure. Mais bon, l'idée est là. Donc globalement, demain, votre job va changer. Alors ce slide n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé juste, j'écoutais une conférence dans le train en venant, et je trouvais que cette analogie était excessivement intéressante. À l'ère d'Internet, la manière dont les gens fonctionnaient, et typiquement si j'étais concepteur de site web, le métier venait et me fournissait un wireframe de la page web qu'il voulait. Et le concepteur utilisait ce wireframe, donc ce que vous voyez là pour les gens qui ne sont pas initiés dans le développement web, pour dire voilà à quoi doit ressembler le site web. Il n'y a pas que ça, parce qu'il faut aussi toutes les notions de couleur et autres, mais voilà à quoi ça doit ressembler, développe-moi ça. Ça, c'était l'ère de l'Internet. Dans une ère de l'IA, si je viens avec ça, c'est-à-dire je viens avec le wireframe de mon chatbot, le gars il va me regarder et va me dire mais tu veux que j'en fasse quoi de ton truc? Je ne sais pas comment je vais développer mon intelligence artificielle avec ça. Comment je vais développer mon globalement, tu m'as dit je dois pouvoir être capable de répondre à une réservation d'hôtel, de capter le lieu et puis de capter le nombre de personnes qui vont dormir. C'est un peu limité. Globalement, demain, ce qui va être réellement important pour un certain nombre de métiers, c'est de lui fournir le bon jeu de données pour que le système soit capable d'apprendre et donc que le technicien, potentiellement vous, et suivant comment vous vous positionnez dans l'équation, puisse prendre ce jeu de données et entraîner l'intelligence artificielle à réaliser la tâche pour laquelle elle a été faite. Typiquement là, de converser avec le client et de répondre à ses sollicitations de réservation d'hôtel. Si j'essaie de faire une petite analogie, si je fournis ça à un ingénieur de chez Peugeot, il va me dire je ne sais pas quoi en faire. Si demain, vous fournissez ça à un concepteur de chatbot, il va vous dire je ne sais absolument pas quoi en faire. Ce qui veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui vont se créer, et ça veut dire que le travail sur la donnée et la compréhension du métier, elle va être significative. Alors là, je vous ai montré aujourd'hui, je vais essayer de vous faire pas très longtemps rêver, parce que je pense qu'Olivier va bientôt m'interrompre. Non, j'ai encore plein de temps, t'es sûr? Pas trop. Mais c'est pas grave. Allez, c'est des slides sympas. Je reviens un peu pour faire un peu de pub d'IBM, mais franchement, là, il y a une réelle évolution. Et comme toujours chez IBM, j'ai un collègue dans la salle qui le sait, on est très très mauvais en marketing. Donc on n'a pas assez communiqué. Mais en fait, quand on a gagné le Challenge Jeopardy, il y a une équipe de recherche en Israël qui s'est dit on a un nouveau step à franchir. Dans Jeopardy, c'était génial. J'avais entraîné un système à répondre à une question. Aujourd'hui, on a entraîné un système à débattre avec un humain. Et le débat, c'est pas de répondre à une question, c'est de convaincre une assemblée sur un thème. Alors je pose même pas la question pour les étudiants, parce que c'est juste la base. La petite vidéo est en anglais. Si vous voulez vous amuser, il y a la vidéo complète qui existe, les vidéos complètes qui existent en anglais. Passez un peu de temps à les regarder. C'est assez bluffant de voir ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe là? C'est la présentatrice va lancer un sujet. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le sujet que tu nous as posé à la ligne 3. Donc on aurait pu d'ailleurs lui demander de nous répondre. Attendez, hop, je vais lancer ça. Welcome everyone to the Israeli debut of Project Debater. We have an exciting debate topic today, which is we should end the use of mass surveillance. Donc globalement, doit-on, la question est simple, c'est doit-on arrêter la surveillance de masse? Pas vraiment en France, mais en Chine par exemple. Et globalement, elle s'arrête là. Le système va parler, alors c'est un tout petit peu cadré, 3 minutes d'introduction pour, alors là vous avez entendu le nom du système, on l'a appelé IBM Débatteur, il a 3 minutes pour exposer son idée. Ensuite, l'autre personne a 3 minutes pour exposer son idée. Donc elle, dans ce cas-là, elle doit dire oui, il faut arrêter, l'autre doit dire non, il ne faut pas arrêter.
et voilà pourquoi. Ensuite, ils débattent, et à la fin, ils concluent. Alors, de la même manière, on n'a pas pris un petit pèlerin dans la rue en lui disant « Viens débattre avec notre machine ». Je ne savais même pas que ça existait, mais là, on a pris le champion israélien des débats. Donc, il doit avoir des jeux, il doit avoir des joutes oratoires, un peu comme les matchs d'impro, et on lui a demandé de débattre. Et là, typiquement, In the discussion today, I globalement, support il va the people's right to faire une privacy. synthèse. No matter who they are, people should be protected. Mass surveillance is significantly damaging free expression and the free flow of information around the world. The main clash points in today's debate was over constitutionality. To recap, Yar Bach believes that mass surveillance can help prevent crime, while I think otherwise. One of my answers was that mass surveillance is unconstitutional. This is an important clash because it discusses the boundaries of law and where we want to place them. I believe the data I presented made my arguments more convincing. Là, typiquement, ce qui est intéressant dans la conclusion, c'est que... Donc elle a repris le nom de la personne, ça c'était assez facile, mais elle a dit « Mon interlocuteur, mon débatteur a dit ça », donc elle a compris ce qu'il avait dit, « Je ne suis pas d'accord avec ça et voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça ». Et alors, je ne voulais pas passer parce que c'était un peu plus long, mais dans la joute oratoire, à un moment, quand la machine se sent un peu en défaut, elle attaque. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'elle est capable de titiller l'interlocuteur pour être capable de relancer le débat. Globalement, ils se sont amusés aujourd'hui à faire 2 phases. Donc le premier, c'était sur faut-il faire ou pas de l'exploration spatiale. Le deuxième, sur la surveillance de masse. Sur le premier, il y a une assistance. Quand vous mettez la vidéo un peu plus grande, vous voyez l'assistance, il y a une trentaine de personnes, ils sont un peu moins nombreux que là. Sur le premier, il en a convaincu, il a changé d'avis 2 personnes dans l'assistance. Sur le deuxième, il en a changé 8. Alors, bien entendu, demain, on ne va pas faire une machine à débattre. Ça pourrait être intéressant dans les joutes politiques, mais ça n'a pas de sens. Globalement, c'est des travaux de recherche pour dire demain, on veut avoir des machines qui aident l'humain à prendre des décisions. Et donc, globalement, à synthétiser de l'information et à lui dire pourquoi il faudrait faire ça, et voilà tous les argumentaires. Ou pourquoi il ne faut pas le faire, et voilà tous les argumentaires. Et on s'est même amusé à prendre 2 machines et à débattre entre elles. Parce que globalement, la machine, elle n'a aucun avis sur oui ou non. Elle a analysé, synthétisé de l'information qui existait, elle a recraché de l'information. Donc elle a aidé la décision. Et ça montre aussi pourquoi l'humain est important. Parce qu'elle, elle n'a pas de sens moral. Est-ce que la surveillance de masse est bonne ou pas? Non. Elle a analysé de l'information, elle s'est dit, en faisant ça, elle a synthétisé ça, elle a généré du texte, elle a dit oui, c'est bon ou pas. Ça, c'est des travaux sur lesquels on travaille et c'est des projets sur lesquels on va commencer à avoir des solutions demain. Si je me projette encore un peu plus loin, globalement, l'intelligence artificielle, vous parlez d'hiver qu'il y a eu pendant les séquences, c'est un triptyque de 3 choses. C'est des données, des algorithmes et de la puissance de calcul. Les algorithmes, on les a plus ou moins tous. Il y en a de nouveaux qui vont arriver, il y a de la combinatoire d'algorithmes qui va arriver. Il y en a un certain nombre. Les données, suivant les industries, on en a pléthore. Ce qui commence à nous manquer, c'est de la puissance de calcul. Vous avez très probablement tous dans la salle entendu parler de la loi de Moore, de l'ancien PDG d'Intel, croissance des puissances de calcul par 2 tous les 18 mois. On arrive à la limite. Les architectures de von Neumann, ça parle peut-être un peu moins de personnes dans la salle, ce sont les architectures processeurs, mémoire assez classiques qui drivent l'informatique depuis une cinquantaine d'années. Elles arrivent aussi à la limite. Pourquoi? Parce que transférer de la donnée et de la mémoire au processeur, ça prend du temps. Ça prend de la puissance. Et donc on commence à faire directement du calcul dans la mémoire. Ça, c'est un des premiers axes. On commence aussi à sortir, et on a sorti ça les premières il y a 2 ans, des puces qu'on appelle neuromorphiques, où c'est directement un réseau de neurones, des synapses qui sont mis dans la puce. Ce qui fait que la puce est adaptable et va apprendre de manière indépendante. Et le Graal, en tout cas celui qu'on espère pour l'instant, c'est toute la partie quantique, ordinateur quantique. Je ne sais pas si vous avez eu un cursus sur l'ordinateur quantique, mais une conférence sur l'ordinateur quantique est pertinente. Pour le synthétiser de manière extrêmement simple, l'informatique, c'est des 0 et des 1. 0 ou 1. L'ordinateur quantique, ça peut être 0 et 1. C'est-à-dire qu'il va amener un certain nombre de concepts, de superposition d'états, d'intrication d'états. Et globalement, je vais pouvoir avoir une capacité exponentielle de calcul. Et on commence à travailler avec un certain nombre de chimistes. On commence à développer des algorithmes de cryptographie dédiés au quantique. Il y a une grande légende urbaine que la NSA est en train d'essayer de développer un ordinateur quantique pour classer les clés
de chiffrement. Sur que le jour où elle y arrive, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de e-commerce, il n'y a plus rien. Et on commence déjà à impliquer nos clients en disant, bah voilà, comment on peut faire de la cryptographie quantique qui ne sera pas... Et pour le machine learning, bah, ça va me permettre de paralléliser les calculs de manière exponentielle. Je vais aller très très vite parce que sinon Olivier va me virer de la salle. On en parlait avec Armel, mais c'est un point extrêmement important. Une intelligence artificielle n'est bonne que si les données que l'on fournit dedans sont bonnes. Vous pouvez avoir le meilleur modèle du monde, si les données que vous entrez sont biaisées, bah vous aurez des mauvaises réponses qui seront fournies. Et donc il y a énormément de travaux sur le marché, sur toute la partie croyance et transparence de l'intelligence artificielle. Alors en français, comment on dit ça ? Capacité à expliquer pourquoi l'intelligence artificielle donne ce résultat-là versus un autre. Ça, c'est des éléments importants et c'est des axes de travail qui sont extrêmement significatifs. Amazon a arrêté il n'y a pas très longtemps une intelligence artificielle dans le recrutement parce qu'elle introduisait un biais entre les hommes et les femmes. Il y a des intelligences artificielles qui introduisent des biais sur la reconnaissance des images et typiquement des visages. Parce que dans le jeu d'entraînement, bah, il y avait plus de blancs que de personnes de couleur, et donc ils comprenaient moins les personnes de couleur. La dernière phrase, et ce sera ma conclusion, en tout cas pour toute l'assistance, c'est pas une phrase de moi, j'aurais rêvé de la dire, mais elle n'est pas de moi. Mais globalement, je pense qu'elle est plutôt vraie. C'est que l'intelligence artificielle sera à notre cerveau ce que la machine à vapeur a été aux nos muscles. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui ont disparu. J'ai appris un truc en lisant un livre il n'y a pas longtemps, au 19e siècle, il y avait 20 000 porteurs d'eau à Paris. Bah, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a plus de porteurs d'eau à Paris. Au 19e siècle, il y avait 80% de la population qui était dans les champs. Bah, c'est plus tout à fait ce même ratio. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont se créer. On reviendra sur la partie éducation, mais ça fait aussi partie, et c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, ce que vous allez faire à la sortie de l'école, c'est pas ce que vous allez faire à la fin de votre carrière, voire même 5 ans après la sortie de l'école. Ça va très très vite sur ces deux derniers slides, mais globalement, sachez que vous pouvez déjà, et d'ores et déjà, jouer avec un certain nombre de services d'intelligence artificielle. Alors je vous ai mis en avant ceux d'IBM, mais vous pouvez aller voir chez potentiellement un certain nombre de mes concurrents. Je ne serai pas content auprès de vous, mais vous pouvez aller les voir. Un certain nombre sont disponibles sur Internet, exploitables en mode plus ou moins gratuit suivant les acteurs. Pour IBM, c'est du freemium, donc vous avez accès à l'entièreté de la plateforme et l'entièreté des services d'intelligence artificielle à concurrence d'un volume. Vous pouvez jouer avec. C'est pour ça que je vous ai mis à vous de jouer si vous voulez essayer. Et typiquement, je travaille, on reçoit souvent, alors ce ne sera pas forcément facile pour vous, mais on reçoit souvent à Paris, dans les locaux d'IBM, des écoles, soit des écoles de management, soit des écoles d'ingénieurs. Et là, sur les écoles d'ingénieurs et de management, je les ai pris 2 heures en leur disant, bah voilà, vous avez 2 heures, vous avez créé le chatbot de votre école, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui sous-tend l'entraînement de ce type de technologie. Et le dernier point, ça c'est pour faire un tout petit peu de pub, IBM recrute. Ça n'arrive pas tous les jours, donc là on est dans une très très grosse campagne de recrutement, de stagiaires, d'apprentis. Je sais que vous ne faites pas d'apprentissage aujourd'hui ici, sauf faire de ma part. De stagiaires, d'apprentis sur l'intelligence artificielle, sur le blockchain, sur l'IoT, qui sont les grands secteurs importants. Juste pour donner des chiffres sur les politiques de recrutement, sur 2018-2019, c'est 1800 consultants qui sont en poste ouvert chez IBM France. Alors ça a déjà commencé. Voilà. Typiquement, moi, dans mon équipe, j'ai recruté un apprenti, un stagiaire autour de l'intelligence artificielle. Et là, c'était vraiment la coïncidence parfaite. Juste avant que la conférence, là, je voyais un de mes anciens collègues qui est dans la salle, qui gère une ETI, une PME, sur la région Alsace, qui a déjà intégré dans ses solutions de RP des technologies d'intelligence artificielle et qui en plus recrute. C'était Eureka. Donc, sachez, voilà, vous pouvez venir à Paris, génial, mais vous pouvez aussi le faire en région. Et typiquement, le Crédit Mutuel a un énorme, alors c'est peut-être pas un terme qui vous va parler, mais un centre de service autour de l'intelligence artificielle et recrute régulièrement des gens autour de ces technologies-là.
Et je vais arrêter parce que sinon je vais me faire virer. Et merci à tous.